Bonjour. Oui, c'est bon. Effectivement, je suis designer graphique, enseignante en didactique visuelle, un atelier spécifique de la Haute École des Arts Nord, qui est une école d'art, à Strasbourg. Et c'est un atelier dans lequel on forme des étudiants en licence et en master 1 et 2 à la transmission des savoirs par l'image. L'image au sens large, autant fixe qu'animé, autant en deux dimensions qu'en volume. Donc c'est la notion vraiment de transformer des choses complexes en des formes visuelles. Le workshop dont je vais vous parler, donc c'est vraiment un cas d'étude très très précis, a été mené ici sur 5 jours au mois de novembre, dans ces locaux même, avec des chercheurs grenoblois et grenobloises, sur la représentation des données quantitatives. Donc je vais commencer par un petit préambule. Les représentations qu'on a vues ce matin ont été présentées sous le terme de figure dans le rapport du GIEC. On parle en franglais de data visualisation, en français de représentation de données quantitatives. Donc ce matin, on a vu plutôt ce qu'on appelle des histogrammes, c'est-à-dire des mélanges de frises chronologiques avec des données de quantité qui interviennent sur cette frise chronologique. Là, je veux juste vous présenter 2-3 formes différentes d'intégration de données chiffrées, qui ne sont pas du tout dans le sujet du climat, mais c'était vraiment des exemples ex nihilo pour aborder un peu la question. Là, ce serait sur une représentation géographique, c'est une répartition de... C'était une enquête pour des gens qui dessinaient des caractères, qui devaient dire d'où ils venaient. Donc là, on a des critères de répartition géographique et de genre et de quantité. Là, on a une frise chronologique, donc à la verticale, c'est vrai, qui intègre les notions de quantité et de genre. Et on a les fameux camemberts, avec, donc là, c'est des répartitions par pourcentage. 100%, un cercle complet, et ensuite on se divise. Et avec des répartitions un peu plus complexe, où on a là on a une première répartition au centre, on a une deuxième répartition en périphérie. Donc ça, c'est des formes qui ont été produites par c'est des formes très simples, avec des jeux de données très simples, qui sont produites par des graphistes. Je vais juste vous montrer un petit exemple historique que j'aime beaucoup, qui a été produit par un épidémiologiste anglais, deuxième moitié du 19e siècle. En fait, il y a eu beaucoup ces formats-là de représentation de données ont été beaucoup explorés en Angleterre à cette période-là, et notamment par les médecins qui voulaient démontrer, par les chercheurs qui voulaient, à partir de leurs chiffres, faire des démonstrations auprès des politiques, aller chercher des financements, convaincre la population. Donc ils ont vraiment déployé ce type de format à ce moment-là. Et là, c'est notamment pour témoigner des épidémies de choléra dans la ville de Londres, spécifiquement. Et j'aime beaucoup ce schéma parce qu'en fait, il démontre pas du tout ce que le chercheur avait en tête. Donc c'est très intéressant. Donc le cercle intérieur représente la courbe des températures. Donc le bleu noir, et le rouge, les températures positives et négatives. Et ensuite, l'ombre noire portée à l'extérieur du disque principal représente la mortalité liée au choléra. Et donc il est démontré que la transmission du choléra était liée à la chaleur et à la transmission par l'atmosphère. Or, les graphiques prouvent que c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc ce petit préambule étant fait, je voulais aussi vous parler d'un théoricien qui s'appelle Edward Tufte, un américain, qui a beaucoup théorisé cette notion de représentation de données quantitatives. Donc, du point de vue, là, on revient du côté des designers graphiques. Donc, une bonne représentation doit montrer les données, inciter le lecteur ou la lectrice à penser à l'idée plutôt que style graphique, ne pas déformer le sens des données, présenter beaucoup de nombres dans un petit espace. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ce matin sur les vidéos du GIEC, que ce soit le jeu du tableau avec l'entrée qui était quand même assez compliqué à comprendre, ou les histogrammes qui font former plein de courbes différentes. Mais c'est des enjeux vraiment de forme très très intéressants.
Et révéler les données selon plusieurs échelles, une vue d'ensemble à finesse de détail, donc typiquement pareil des figures du GIEC ce matin, mais on avait une courbe d'ensemble, et quand on se penche un peu plus dans le détail, on a les dates à chaque fois, on a exactement les données précises. Et effectivement, toujours être associé à une légende, ça va toujours être source. Cela est proposé. Donc, je suis venue ici avec 5 étudiants de Master 1 qui ont. Donc là, je vais vraiment rentrer dans la méthodologie du workshop. Donc pour nous, c'était très exotique d'être ici, à la montagne, et de rencontrer des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, notamment donc une glaciologue, Delphine Six, qui donc le premier jour du workshop, et il y a 4 chercheurs qui ont présenté leur projet de recherche. Sous un mode comme ça, assez professoral, on va dire. Ensuite, il y a eu un temps d'échange de questions qui était un peu plus informel. Donc les étudiantes en didactique visuelle étaient très, très attentives. C'était un sujet qu'elles ne connaissaient pas du tout, hein, donc elles découvraient vraiment le sujet. Donc ensuite, voilà, il y a eu cette première prise de contact avec les chercheurs. Les étudiants ont choisi sur quel thème elles voulaient travailler. Elles ont commencé à travailler donc à partir des données qui ont été fournies par les chercheurs. Donc ça, c'était des sorties de modèles climatiques de Julien Gommet. On a eu également des sorties de Delphine Six sur les bilans de masse cumulés. Moi, c'est des mots que je ne maîtrise pas du tout. Je compte sur votre indulgence. Voilà, donc on a découvert un peu tout ça. Les étudiants comme moi, on découvrait ce vocabulaire-là, on découvrait ces problématiques. Il y a eu une certaine dose de concentration nécessaire. Même le terme de sortie, on ne connaissait pas forcément, donc c'était intéressant aussi de voir parce que c'était une sortie graphique pour eux. Ensuite, on a eu accès au jeu de données de Delphine, mais aussi de Julien, mais aussi d'autres personnes. Et en fait, nous, on a travaillé à partir de ça. C'est-à-dire que les sorties étaient des premiers individuels pour nous, pour savoir à peu près ce que ça disait. Et nous, ce qu'il nous fallait, c'était vraiment du matériau chiffre. À partir de ça, le but c'était de faire des représentations de données et de les décaler un petit peu, donc d'être soit dans une translation vers le volume, vers la manipulation, vers une certaine interactivité avec les publics, soit d'être dans un décalage complet, c'est-à-dire d'aller plutôt vers la narration, d'aller plutôt vers des choses contemplatives. Les étudiants étaient complètement libres en termes de médias et de support et de format. Donc là, c'est la méthodologie de design, c'est-à-dire qu'à partir d'un projet, on en discute, on fait des croquis, on fait des tests. Donc là, c'est les petits schémas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est entouré en fait, par la production du workshop. Donc là, c'est les petits schémas qui vont donner lieu aux Leporello qui sont par terre là-bas. C'est le travail de Joséphine. Dès le début, je les avais un peu incités à travailler sur du volume, à se poser la question du rapport à l'échelle par rapport au corps humain, parce qu'on parle de l'application du public. On essaie de faire travailler les étudiants beaucoup sur des choses à manipuler, sur des objets, sur voilà, des choses qui ont du poids, en travaillant le regard aussi, est-ce qu'on est debout, est-ce que les objets sont sur une table, par terre, voilà, comment le public va se comporter physiquement avec ces objets-là. Est-ce qu'il faut tourner autour, est-ce qu'il faut les manipuler, soulever, toucher, que sais-je. Donc là, c'était les premières recherches sur des textiles suspendus, donc avec des choses à écarter. Là, c'était, en fait, il y en a une qui est partie sur des origamis. Donc elle a fait des premiers tests comme ça sur les pliages. Ça, c'était sur la fréquentation des refuges. Enfin, de toute façon, tous les projets vont être détaillés ensuite. Voilà, des petites étapes de recherche. La fabrication des petites fleurs de clémentine. Voilà, alors c'était sur 5 jours, donc on n'a pas forcément eu le temps d'aboutir des formes très complètes en termes de choix de matériaux ou en termes de réalisation, mais globalement, voilà, on a essayé de produire des formes à la bonne échelle, avec le bon type de manipulation qu'on souhaitait assez vite. Alors vous verrez, pour chaque projet, donc là, c'est celui de Léa de Ruffray qui avait travaillé sur une enquête de sociologie sur
la mobilité à Grenoble et sur des questions qui étaient posées auprès de la population locale et habitant un peu plus loin sur la création de zones vertes sans voiture au sein de la ville. Donc les textes sont les textes des étudiantes. Je voulais leur laisser un peu la parole, qu'elles expliquent elles-mêmes leur projet et leur point de vue. Alors là, ça a l'air tout simple, hein, comme ça, mais en fait, ça veut dire qu'il faut déterminer quand même différents types de diamètres de rondins de bois, différentes hauteurs, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur la notion d'unité. Donc ce diamètre-là, je ne me souviens plus combien il représente, mais en gros, il y a 3 diamètres différents. Donc voilà, il y a tout un système de conversion entre les chiffres et les volumes définitifs. Et ensuite, il y a une légende qui a été placée à la verticale, donc qui représente 3 quartiers différents d'habitants, et il y a aussi un travail de mise en page de la légende qui explique justement cette répartition et la notion d'échelle. Et là, on cumule 2 questions différentes. Il y a une question qui est représentée par les rondins blancs et une question qui est représentée par les rondins bleus. Donc là, on est juste sur une transposition en volume de représentation assez classique. Là, c'était un travail sur la fonte des glaciers. Donc Élise Carnot qui a travaillé avec 2 personnes, donc autant avec Jacqueline Six qu'avec Julien Bonnet, qui a vraiment là il y a eu un gros travail de synthèse des chiffres et de choix des données qu'elle allait représenter. Donc elle a travaillé sur la perte en eau, donc elle a choisi de représenter le volume de perte en eau, donc du négatif et du non positif, c'est-à-dire que là les formats positifs représentent les pertes, et sur 3 périodes passées, qui sont illustrées chacune par un volume, et avec un scénario futur à choisir. Donc elle avait proposé 3 volumes au choix pour que le public puisse tester lui-même en fonction des scénarios divers, des choix de société, vers quel type de perte on pouvait se diriger. Donc là, c'est une transposition aussi en volume d'un principe graphique de représentation de données, mais avec en plus un petit scénario qui fait que un scénario d'usage qui fait que le public est amené à participer. Et sur chacun des volumes, il y avait une phase qui représentait les précipitations et l'autre phase qui représentait les températures. Il y avait aussi la notion de période historique et de projection dans le futur. Donc voilà, ça mélangeait pas mal de notions. Alors la question du public, on ne s'était pas vraiment posé de façon très segmentée, on s'était juste dit que ça intéresse un public le plus large possible. Mais alors là, c'est le pour que vous pourrez voir ensuite. C'est Joséphine qui avait choisi de travailler sur la contemplation du paysage. Donc, ce sont le Pour c'est un livre en dépliant. Ce sont des livres qui représentent d'un côté le paysage dans sa splendeur, dans sa magnificence, et au verso, on renseigne sur des choses beaucoup plus précises, sur des courbes, sur des relevés. Je suis un peu pressée par le temps, je vais passer vite sur le texte. Voilà, il y avait trois zones différentes, donc le glacier de loin, le glacier vraiment beaucoup plus près, et ensuite une couche de neige. Celui-là qui est aussi sur la enquête de sociologie, sur la mobilité aussi à Grenoble. Là, c'est intéressant parce que c'est vraiment une étudiante qui est extrêmement précise, donc qui a vraiment essayé de traduire le plus fidèlement possible les données. Donc il y a différents types de transports. Donc
Chaque couleur et chaque strate comme ça représente un moyen de transport, donc du moins polluant qui est celui à pied, à la voiture, un individuel en passant par l'autopartage, etc. Et donc chaque lot représente une activité, par exemple pour aller au travail, pour vos courses non alimentaires, donc c'est les choix de véhicules, de transport choisis par les personnes en fonction de leurs activités. Et ensuite, il y a toute une gamme de couleurs. Voilà. Tout ça, pour bien dans des projets en design comme ça, chaque choix est soigneusement dosé, la couleur, le matériau, le format, etc. Un autre qui parlait, qui se basait sur des données relevées grâce à une science participative, donc qui étaient des fréquentations de refuges. Et là, c'était vraiment sur le XXe siècle, avec 4 dates différentes, et à chaque fois le nombre de nuitées par refuge. Donc c'est 4 refuges des écrans, je crois, c'est ça. Voilà, et voilà, là c'était. Ça a l'air tout joli comme ça a l'air tout mignon. Il y a un énorme travail pareil. Donc là, le principe c'est de multiplier les unités. Donc une maison représente 1000 unités, une petite table représente 200 unités. Et donc c'est un effet visuel en fait, de se dire que plutôt que de faire des maisons plus ou moins grosses pour dire voilà là c'est 1000 et là c'est 100, on va démultiplier les unités. Donc il y a un effet visuel comme ça de masse qui est assez saisissant. Et elle avait travaillé aussi sur une autre étude qui montrait l'évolution des pratiques au sein des personnes qui fréquentent ces refuges-là, notamment le glissement de l'alpinisme vers la randonnée, avec tout ce que ça suppose de changement en termes de genre, de classe sociale, etc. Donc voilà, donc ça c'est. Ça a l'air très joli quand on voit les petits papiers, mais le vrai travail, il est là. Et un dernier, ça c'est un petit film qui a été fait aussi sur. Ça c'est encore un autre principe, je dirais, c'est un principe de métaphore, c'est-à-dire que c'est une étudiante qui a travaillé aussi sur la fonte des glaciers et qui a choisi la métaphore du verre d'eau. Voilà, donc en fait il y a un verre qui se remplit et puis qui se vide progressivement pour ne plus laisser plus de plaque. Voilà, comment faire comprendre par un tout petit objet du quotidien ce à quoi peut ressembler à la fonte d'un glacier. Voilà. Juste pour préciser, donc les questions soulevées pour moi par ce type de démarche, c'est d'une part la division des informations, c'est dans un diagramme on ne peut pas tout dire, donc il faut faire des choix. L'encodage des informations, donc l'importance de la couleur, l'importance de l'échelle, et la nécessaire simplification des données. C'est-à-dire que quand on passe à des échelles comme ça, ou quand on regarde un peu le travail qui a été fait sur les refuges, à un moment, si on dit qu'une unité, ça représente 100 unités, est-ce qu'on a 100 unités, là, ce sera une seule unité quand même. Donc voilà, on est obligé à un moment de simplifier quand même les données, même si on essaie d'avoir une rigueur exemplaire. C'est quoi la réaction de la communauté scientifique sur ce travail? C'est ça en fait qui m'intéresse moi, parce que c'est un gros travail de synthèse, de prise de position. Mais comment réagit la communauté scientifique par rapport à l'idée de modifier le mode de restitution de leurs données? Est-ce que je peux répondre ou sans s'adresser à d'autres personnes? Bah ouais, vous avez eu des retours? Oui, il y a une discussion publique le vendredi après-midi, à la fin du workshop. Alors, il y a deux choses que je n'ai pas précisées aussi. Ce genre de format, la représentation de données, ça s'adresse soit dans un but de transmission vers un public plus large, soit dans un but d'étape de recherche pour les chercheurs. Et là, en fait, il s'est passé les deux choses. C'est-à-dire que d'une part, il y avait effectivement des chercheurs qui avaient participé dès le départ, qui étaient revenus pendant la semaine, qui avaient aussi fait le suivi quand même des projets, c'est-à-dire qu'ils ont aussi apporté leur caution scientifique au fur et à mesure des étapes. Donc c'est pour ça qu'il est saisi comme des collaborations. Donc eux étaient plutôt contents donc de voir la qualité du travail fourni quand même. Et d'autre part, notamment pour le travail sur les refuges,
la chercheuse a trouvé que ça lui faisait voir ces données d'une façon différente. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai oublié de distinguer les deux usages possibles de ces mises en forme. C'est aussi, ça peut être une étape au sein d'un travail de recherche. Tout d'un coup, d'avoir une mise en forme produite par quelqu'un d'autre aussi. Je pense que c'est important d'avoir tout d'un coup un regard un peu extérieur sur son propre travail de production de données. Et de voir une mise en forme, ça peut aussi décaler ou faire surgir des choses qui n'étaient pas forcément là avant. Je ne sais pas s'il y a des expériences, des témoignages. Alors, je n'ai pas participé à l'expérience. Par contre, je participe actuellement à l'expérience avec Aiko et Laurence. Et ce que je trouve très intéressant dans ces approches, on met le science et art, c'est cette prise de recul qui a été évoquée par Aiko dans la description de l'atelier. On regarde les choses autrement. Nous, ça nous sort de notre quotidien, ça nous sort de notre routine, et ça nous permet de prendre effectivement beaucoup de recul et de réenvisager les choses. Donc ça nous remet une touche de créativité qui des fois nous manque parce qu'on est trop dans notre routine. Donc ça, c'est vraiment un côté très intéressant. Et après, un deuxième commentaire, c'est peut-être une anecdote, mais ça me fait sourire. Parce que finalement, si j'ai bien compris dans la démarche, il y a eu plusieurs chercheurs, plusieurs interventions. Et finalement, ce qui ressort, alors pas pour le côté sciences humaines de ce qui a été abordé là, mais côté géosciences, ce qui a été choisi par les étudiantes, c'est les glaciers. Et c'est marrant, ça fait écho à ce qui a été dit ce matin autour du journalisme. Le quotidien qui ressort en montagne, c'est les glaciers. Je pense que ça tenait aussi à la personnalité de la chercheuse, qui a été extrêmement disponible, qui est revenue plusieurs fois, et voilà, il y a aussi un biais affectif. Mais à la fois, pour rebondir là-dessus, je me souviens, mais au début, les étudiantes elles voulaient travailler sur la montée de l'eau. Ouais. Malgré les présentations qui étaient quand même montagne, ce qui les intéressait, c'était quand même plutôt la montée de la mer. Il n'y a pas de présentation sur ce sujet-là. Non, parce que nous, on leur a dit, bah non, en fait, là, les chercheurs grenoblois, ils travaillent pas trop là-dessus, en fait, donc, bah, voilà. Mais du coup, en venant de Strasbourg, il y a pas mal qui viennent de faire a priori sur... Ouais, changement climatique, c'était plus la montée de l'eau, et c'était pas, les glaciers, c'était pas été le premier choix quand même. Il y avait de l'eau, mais pas la même chose. Je voulais rebondir éventuellement pour répondre à la question. Moi, je n'ai pas participé non plus au workshop, mais je suis allé à la restitution. Et en fait, c'est très émouvant quand on est chercheur de voir comment les choses sont transformées, parce que bon, de près ou de loin, on touche quand même à ces sujets-là. Enfin, moi, personnellement, c'est tout de suite que je travaille ici. Et c'est le mot en fait, que je retiens, c'est émouvant en fait, de voir comment c'est transformé. Après, qu'est-ce qu'on en fait nous 3 mois après les maladies, en tout cas. On sait que ça existe, on sait que c'est possible. Si un jour on trouve le temps, peut-être qu'on pourra explorer ce genre de choses. Mais en tout cas, non, c'est vraiment possible. Est-ce que Samuel demande ce qu'on en fait 3 mois après, donc peut-être tu veux dire quelque chose. Ah oui, je peux continuer. Ouais. Donc je travaille au master de communication scientifique de Grenoble, on va continuer, on a voulu poursuivre le travail de résidence et l'investissement que les scientifiques vous avez mis, on va travailler avec les étudiants sur probablement un projet, peut-être avec les espaces verts de la ville de Grenoble, de mise en espace d'exposition, on va dire, autour du travail que vous avez fait déjà avec les étudiants ou à côté, pour aussi accompagner, et puis par rapport à la déambulation dans les espaces verts pour le congrès. Donc on va essayer de continuer ce travail-là. Mais plus globalement, je peux peut-être dire, moi qui travaille, qui fais des expositions scientifiques, qui travaille beaucoup entre les chercheurs et le public, c'est mon métier. Aujourd'hui même, dans votre travail scientifique, la data visualisation, ça reste un élément important, même techniquement. Donc aujourd'hui, on se rend compte avec l'open data et plein de choses, même des fonds d'archives, par exemple d'historiens, en les changeant de forme et en les regardant autrement, d'un coup on voit des pans de la connaissance qu'on n'a plus l'habitude de voir. Donc on n'est même pas par rapport au grand public, c'est tout simplement, mais comme vous le dites, il faut aussi prendre le temps, ça, voilà. Mais le chercheur lui-même, je pense qu'il a intérêt à un moment à regarder ces datas, ces données autrement. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est émouvant, c'est que tout d'un coup on voit le truc autrement et on se dit ah ouais, j'avais pas vu le problème comme ça. Sachant qu'en plus, c'est des disciplines où on essaye d'approcher la vérité du monde, le monde physique, le monde quantique, là. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de revenir à quelque chose de concret, des hauteurs d'eau, des vidéos, parce que c'est de là que vous partez, vous y revenez finalement aussi par ça. Mais je pense même que techniquement, la data visualisation, le graphisme et tous ces outils,
c'est pas juste de l'émotion du créatif, c'est pas une petite parenthèse récréative. Je pense que dans la recherche aujourd'hui, avec ces données mondiales, ça devient indispensable. Enfin, ça, c'est un avis de. Donc, nous, c'est super en plus parce que pour expliquer au grand public, ça permet aussi de. Bah, il y a les deux, quoi. Voilà, dans les expos, je sais que même on est en travail avec des spécialistes du neutron ultra-froid, par exemple. Là, on a travaillé des textes sur le neutron hors piste. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Ils cherchent des forces dans l'univers qu'on n'a pas encore, des lois physiques. La 5e force qui a fait qu'on a basculé vers la matière. Vous parlez avec les gars qui bossent en physique pratique, ils ont des équations plein la tête. Et tout à coup, ils disent, mais en fait, tu cherches des neutrons hors piste, quoi, qui sont influencés. Ah, mais j'ai jamais pensé à des choses comme ça. Donc, voilà. Bon, c'est tout, mais c'est intéressant. Bon, en tout cas, on va essayer de prolonger l'aventure. On espère qu'on fera des petites propositions, je ne sais pas comment après on pourra continuer, pour que ce travail puisse peut-être arriver dans l'espace urbain. Peut-être même travailler avec les commerçants, les vendeurs de glace sur le Cernier. On va voir tout ça avec les étudiants. Voilà, on va continuer si on peut, modestement, avec les étudiants d'aventure.